Bonjour Sandra. Bonjour Sophie. Écoute, merci d'être ici aujourd'hui pour cette interview. Merci d'avoir accepté. Merci à toi de m'avoir sollicité, de m'avoir invitée. Sandra, tu es la créatrice du podcast Les Équilibristes, c'est ça? Oui, c'est ça. On s'est rencontrés donc sur Bordeaux au cours d'un salon qui s'appelle le Salon de la reconversion professionnelle. Mhm. Et comme tu le sais, moi je dédie mon travail à aider et à voilà, on va dire donner de la vision aux gens sur justement voilà comment faire pour aller plus loin dans leur vie, ne pas avoir peur de passer à l'action. Enfin, et donc Ouais. du coup, j'adore interviewer des gens comme toi et donc c'est très inspirant. Puisque voilà, on entend parler de beaucoup de podcasts partout. Alors on disait tout à l'heure, voilà, il y a les youtubeurs, Ouais. les podcasteurs, les Instagrammeurs, enfin, il y a plein de gens comme ça. Enfin, voilà, En heure. tous les en heure. Et du coup, comment ça s'est passé? Quelle a été ton idée derrière ce podcast, Les Équilibristes? Et qu'est-ce que c'est les équilibristes? Alors, Les Équilibristes, c'est un podcast qui traite de la conjugaison des ambitions pro et des ambitions perso. J'en ai marre qu'on parte du principe que la vie, il y a d'un côté le pro et de l'autre côté le perso. C'est vraiment, je pense, l'enjeu du siècle que d'arriver à se dire qu'on a une vie et que les choses ne sont pas segmentées et que donc il faut trouver une meilleure manière d'intégrer tout ça. Et l'idée derrière ça, il y a plein de choses. Je vais te parler en détail de comment le projet est né, mais il y a surtout cette envie de parler des choses qui se posent aux parents, que ce soit des mamans ou des papas, mais qui décident que plein de choses sont prioritaires dans leur vie, qui n'ont pas envie de choisir. Donc le logo des équilibristes, c'est une esperluette. J'adore ce mot, mais c'est ce petit symbole du « et ». Parce que vraiment, je veux parler de qu'est-ce qui fait qu'on crée les conditions pour qu'on puisse choisir l'un et l'autre. Enfin, l'un et l'autre, pro et perso, mais dans perso, il y a plein de choses, et pas l'un ou l'autre, et qu'on ne soit pas obligé ni de sacrifier, ni de renoncer, ni quoi que ce soit. Ouais, c'est la notion en fait c'est pas mais, c'est je suis maman, mais je dois travailler. C'est plutôt où je C'est suis ça. papa et mais, et vraiment le et. C'est le et. C'est le et en fait, il y a plein de choses à explorer là-dedans parce que le et, c'est la parentalité et la vie pro, mais c'est aussi comment je fais pour rester une femme. Là, c'est un sujet dont je discute beaucoup avec d'autres personnes en ce moment, mais tous ces trucs autour de la culpabilité, de ce sentiment de tiraillement, de comment on fait pour vivre toutes les facettes de sa vie, en fait. Donc c'est vraiment le et qui est au cœur. Et C'est très anglo-saxon comme vision en fait, hein. c'est méga anglo-saxon. J'ai grandi aux US, tu sais, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais oui, c'est absolument, c'est sûrement anglo-saxon. Ça doit sûrement venir de ce que j'ai intégré, ingéré étant petite et que je continue, culture avec laquelle je continue d'être beaucoup en contact. Donc ça vient sûrement de là. Et effectivement, le format podcast, en fait, pour te raconter un peu l'histoire de la naissance du projet, moi j'ai eu mon petit garçon, mon aîné, en 2014, et quand je suis rentrée de congé mat, j'ai eu la promotion que je souhaitais avant de partir en congé mat. Donc c'était super. Voilà, j'étais ravie de pouvoir progresser. Ça sortait des histoires catastrophiques de placards au retour du congé mat et tout. Enfin, moi j'étais hyper heureuse qu'on me confie ça. Et je ne m'étais à aucun moment dit que l'arrivée de mon fils allait changer quoi que ce soit. Je savais que ça allait changer ma vie, mais je ne m'étais pas dit ça va changer quelque chose au niveau pro. Je ne me projetais pas du tout là-dedans. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes femmes qui se projettent dans la maternité ont beaucoup plus ces angoisses-là. À l'époque, moi, je ne les avais pas. Et je suis rentrée de congé mat, donc j'ai eu cette promotion, mon petit tout petit, et j'étais très contente jusqu'à ce que ça devienne très compliqué pour moi par rapport à mon poste qui était un poste international, donc j'étais beaucoup en déplacement, loin. Et quand j'étais là, j'étais au marketing, donc c'est un rôle où on est beaucoup en contact avec tous les autres départements. Donc toutes les semaines, il y avait des dîners pro, des trucs auxquels je me sentais obligée d'aller. Donc j'avais un boss super, un anglais, qui m'avait dit ne te sens jamais obligée de faire un déplacement ou un dîner et tout, mais le fait est que quand tous mes collègues, qui étaient des hommes beaucoup plus âgés, ils y étaient eux. Et donc, être la petite maman qui n'est pas là, ah ben non, Sandra, elle a son petit. On m'a envoyé toujours à ce truc-là de ah, et ton petit, mais t'es où? Mais si toi t'es là, mais qui s'occupe de ton fils? Ben, son père. Ah bon, waouh. Enfin, il y avait tout un truc. Je me sentais en décalage et je me sentais extrêmement seule. Et je n'avais pas autour de moi de femmes
qui aurait été un peu un exemple de c'est pas simple, mais voilà comment moi j'y arrive. Tu vois, un truc un peu nuancé, enfin, c'est pas un peu, un truc absolument nuancé qui dirait tu as le droit de vouloir de t'annoncer comme ambitieuse au boulot, ambitieuse dans le bon sens, le sens apprendre, progresser. Et tout en étant ambitieuse dans ta vie de maman, j'avais vu des collègues, je me souviens très bien d'une collègue dans une précédente boîte en larmes pendant les réunions parce que sa fille l'appelait en disant maman t'es pas là et tout, et elle c'était affreux, et ce truc, enfin ça je me dis je veux pas de ça, enfin sans jugement, mais moi ça sera pas ça. Et en même temps je voulais pas non plus que ce soit 50% du temps en déplacement à l'autre bout du monde. Et je me disais, bon, zut, ils sont où les exemples pour dire, c'est pas facile, voilà comment j'ai navigué le truc, etc. Et donc, j'ai vachement cherché de solutions aux US, justement. C'est là que j'ai découvert Lean In de Sheryl Sandberg, qui m'a accompagnée dans mes négos et mes trucs. Et c'est là, c'est à peu près à cette période-là aussi que je me souviens très bien d'une discussion avec ma sœur, où je lui disais, c'est quand même dingue, mes copines, elles sont géniales. Elles y arrivent, enfin, elles y arrivent. Je veux rien dire y arriver, mais elles font ça, elles jonglent avec beaucoup de grâce, d'humour, d'honnêteté, de vulnérabilité, voilà, je l'ai trouvé formidable, et je me disais, j'aimerais bien que ces histoires-là, on les entende, de ce que c'est que les coulisses, de ces sentiments de culpabilité qu'on peut avoir, mais de la fierté aussi qu'on a quand on arrive à faire un truc qu'on ne pensait pas pouvoir faire. Un truc qui réconcilierait le fait qu'on peut être et maman et professionnelle. Et tu vois, il y avait d'un côté Magic Maman ou le Harvard Business Review. Et je me dis, en fait, comment on crée un truc qui lie les deux, quoi, parce qu'on peut être intéressé par les deux. Et donc, l'idée du podcast, elle est venue comme ça, parce que j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts à cette période-là, et que je me souviens très bien de déclics que j'ai eus en écoutant les histoires des autres. Tu vois, en entendant quelqu'un parler d'un certain sujet d'une certaine manière, et de ce que ça pouvait provoquer chez moi comme prise de conscience. Et je trouve que ce média-là, ce format-là est absolument incroyable. En plus, on peut le faire en faisant autre chose, ce qui est quand même le lot de ma cible, de gens, de parents occupés et tout. Donc, l'idée est née comme ça, de se dire on va donner la parole aux gens qui jonglent pour qu'ils parlent de la réalité de ce que ça représente. Super. Et c'est vraiment intéressant ce sujet. Alors, moi, personnellement, tu vois, j'ai eu mes enfants aux États-Unis. Donc, du coup, je travaillais pour une boîte et bon, et en même temps, je travaillais un peu à mon compte. Donc, j'avais pas mal de flexibilité, on va dire. Ouais. Et j'ai même travaillé depuis chez moi aussi. Donc, c'est vrai que quand je disais aux gens, voilà, enfin, ouais, ma fille, elle est à côté, je peux sortir du bureau, aller l'allaiter, il y avait une personne qui s'en occupait, tu vois, mais et ou au contraire, après, pour mon deuxième, on est resté un peu plus dans le cadre, on avait un vrai bureau. Et puis pour le troisième, là, j'ai dit, bah non, il reste avec moi jusqu'à 8 mois, et donc il venait avec moi au bureau donc, et effectivement, et tous les gens, enfin, au travail, enfin, nos collègues, etc., ne voyaient pas du tout ça d'une façon, enfin, voilà, bizarre. C'est toujours là. Ah, voilà, ils ne voyaient pas Ouais, ça je suis là. Ouais. bizarre, ils trouvaient ça même, enfin, ouais, presque normal, en fait. Hein. Il n'y avait Ouais. pas ouais, il n'y avait pas de souci. Et c'est vrai qu'il y avait plein de gens qui avaient ce qu'on appelait les personal days, même quand tu étais en salarié. Hein. Tu pouvais prendre ton personal day quand tu en avais envie. Il y avait vraiment cette flexibilité pour aller pour les gamins. Enfin, il y avait vraiment on sentait qu'il n'y avait pas de frontières, en fait. Hein. Quelque part, ça se mélange, en fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est marrant parce tu vois, quand on parle des États-Unis en particulier par rapport à ces notions-là, c'est un des seuls pays qui n'a pas de congé maternité obligatoire, ce qui est fou. Et en même temps, ils sont hyper en avance sur plein de sujets comme ce que tu dis là. C'est par exemple rien que le sujet de l'allaitement au retour du congé maternité. En France, bon courage pour obtenir ce qui est légalement prévu. Et puis même, je veux dire, enfin, j'ai une copine moi qui a maintenu son allaitement plusieurs mois. Elle se cachait dans des salles de réunion, elle planquait son lait dans les frigos. Enfin, franchement, le truc, c'est mon héroïne d'avoir réussi à faire ça. Aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus dans les mœurs, tu vois, que ça fait partie du truc et que. Oui, du coup, c'est vrai, moi j'avais ma machine. Hein. C'est un peu bizarre, hein. Mais et je me souviens même, ouais, une fois d'avoir été, j'étais partie en Pennsylvanie justement parce que pour un salon pendant quelques jours, et donc j'avais tiré mon lait avant, et après pendant le salon, j'allais aux toilettes, pouf, mon truc et tout. Mais, un peu bizarre, mais n'empêche que j'ai réussi à maintenir l'allaitement.
avec mon deuxième. Et c'était super parce que justement, il y avait cette espèce de, voilà, d'ouverture. Et pour Camille, mon aînée, je me souviens, j'étais à Las Vegas, à un salon, puis j'avais une copine qui me gardait ma fille. Et donc, elle m'appelait dès qu'elle avait besoin. Ah, puis donc, moi, je partais, je laissais tout en. Je disais, excusez-moi, désolée, je dois aller allaiter ma fille. Ah, ok, oh, that's so cute. Ouais. Puis après, puis je partais, puis je l'allaitais, puis hop, je la laissais, puis ma copine faisait tout, le changement. Donc, c'était. Ouais, je me suis jamais sentie mal à l'aise avec. Ouais, c'était vraiment, t'as raison. C'est vrai que. Et donc, du coup, c'était quoi, comment tu as mis en œuvre tout ça? Enfin, donc, bien sûr, tu as eu cette vision, tu t'es dit, tiens, je veux m'entourer, je veux comprendre, je veux témoigner. Donc, et maintenant, du coup, c'est quoi la suite en fait? Qu'est-ce que ça va donner les équilibristes? Comment je l'ai mis en œuvre, tu veux dire, Oui. ou comment j'ai lancé le truc, tu veux dire? Ok, que c'est très facile de se lancer aujourd'hui, qu'il y a tellement de tutos et d'informations disponibles que voilà, ça c'était vraiment pas le problème, la partie technique, savoir-faire et tout ça s'acquiert très facilement, pour peu qu'on y mette du temps et un peu d'énergie. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai contacté des personnes autour de moi que j'admirais, des personnes connues ou pas connues. La première que j'ai interviewée, c'était Vanessa Feuillat. C'est une danseuse de l'Opéra de Bordeaux, qui est première danseuse, donc c'est l'équivalent juste avant Étoile, mais voilà, une très haute distinction dans le milieu de la danse, et qui a 3 enfants. Et c'est extrêmement rare que des danseuses en carrière et des enfants, à encore plus 3. Donc on avait parlé de tout ça. Et je sais que toi, ton sujet de prédilection, c'est comment on demande de l'aide. Et alors, et c'est rigolo parce que cette anecdote, elle est aussi en lien avec le salon professionnel. La première fois que je suis allée au salon professionnel, c'était en 2017. Et j'y ai entendu Aude de Thuin, la fondatrice du Women's Forum. Et ce qu'elle racontait m'a tellement bouleversée. Je traversais une période très difficile au travail, d'épuisement et tout. Et ce qu'elle racontait m'a vraiment tellement parlé et bouleversée, que je suis allée la voir à la fin. Je tremblais, mais enfin vraiment, c'est une femme très impressionnante, très brillante, qui a fait des tas de choses. Et je me suis dit, allez, t'y vas. Et donc, j'avais la voix comme ça, et voilà. Mais j'y suis allée, et je lui ai dit à quel point ce qu'elle racontait me touchait. Puis j'ai parlé un peu d'un projet que j'avais en tête, qui n'était pas les équilibristes, mais voilà, ça se rejoignait. Et elle m'avait encouragée. Et puis après, j'ai repris mon courage à deux mains, et je lui ai écrit en lui disant à quel point j'avais été heureuse de la rencontrer, ce que son livre avait provoqué chez moi et tout. Et on a commencé à échanger comme ça. Et du coup, Aude, je l'ai aussi invitée dans le podcast après. Mais de l'important aussi, je raconte ça parce que cette idée que souvent les gens me disent, mais comment tu fais pour avoir Aude de Thuin, ou j'ai eu des gens vraiment formidables sur mon podcast, toutes formidables, mais il y a des personnes qui sont plus impressionnantes de l'extérieur que d'autres. Et en fait, très simplement en disant aux gens sincèrement les raisons pour lesquelles on les contacte, quoi, en étant juste d'une connexion humaine, de dire, ben voilà, vous avez dit ça, moi ça m'a provoqué ça, ou vous faites ça, je trouve ça génial, voilà ce que ça me crée. Et en fait, les gens sont bien souvent absolument ravis d'aider, ravis de parler d'eux, de leur histoire. Tout le monde veut t'aider. Mais ouais, tout le monde veut aider, mais c'est vrai, en fait, on a toujours l'impression qu'on va déranger, ou que... Mais voilà, s'il y a bien une leçon aussi des équilibristes, c'est d'oser, quoi. Et c'est tout le discours de Aude de Thuin, donc ça fait sacrément écho à ça. Mais voilà, donc j'ai osé aller frapper à la porte de personnes, et j'ai aussi osé put it out there. Tu sais, c'est vraiment ce truc. Moi, je suis une grande perfectionniste. Je suis hyper exigeante, et en particulier avec moi-même. Et de lancer un podcast, ça a été un sacré truc pour moi, de me dire, peut-être ça ne sera pas parfait, peut-être qu'il y a des gens à qui ça ne plaira pas, peut-être que des gens vont se désabonner de ma newsletter, tu vois. Et en fait, de faire, c'est une super façon de dépasser tout ça, et pas d'en guérir, parce que je pense qu'on est comme on est, et puis voilà, mais en tout cas de faire avec, et au lieu de se confronter tout le temps et de se dire, bah non, je peux pas parce que ce sera pas assez bien, parce que machin. C'est vraiment la leçon que j'en tire aussi, c'est que c'est en faisant que tu dépasses aussi ces trucs-là. Tu vois, là, encore aujourd'hui, il y a ma newsletter dans laquelle j'ai mis beaucoup de cœur, et qui est vachement importante pour moi. Il y a 2 personnes qui se sont désabonnées, et ça arrive chaque semaine.
Et au début, ça me tordait le bide. Je me disais, ah, j'ai dû faire un truc qui n'allait pas ou je sais pas quoi. Et maintenant, je me dis, ok, c'est juste que c'est pas pour elle. Et à l'inverse, j'ai eu 5 ou 6 réponses de gens qui me disent, ah ouais, mais ça me parle trop. Et puis, enfin, voilà. Et ce truc de se lancer et d'y aller et de peut-être pas être complètement prête et de c'est peut-être pas parfait et c'est peut-être pas, y aller quand même, quoi. C'est vraiment ça. C'est un peu comme si finalement tu acceptais de plus en plus de, de sticker à ton identité, à la Ouais, personne qui vraiment vraiment. à laquelle tu t'adresses. Ouais, absolument. Ouais, à la fois la personne à laquelle tu t'adresses et puis à toi-même aussi, en fait. Tu te rends compte que plus tu avances, plus tu te. Cette notion d'alignement qui doit beaucoup te parler, mais qui est un sujet dont j'ai beaucoup parlé avec Alexia, que j'ai interviewé dans un des derniers épisodes, là, qui a écrit un super livre sur la reconversion professionnelle. Mais aussi, j'ai l'impression que plus j'avance dans ce projet des équilibristes, plus je suis moi-même, en fait. Enfin, Mm. vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu t'étais plus caméléon et finalement, Oui. voilà, tu dis vraiment, tu portes vraiment ton message et du Oui, coup, bah voilà, ceux à qui ça plaît pas, bah, c'est OK. Mais oui, par contre, j'attire à moi ma petite tribu c'est ça. et du coup, ça, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est ça. Je pense que ça doit te parler aussi. C'est vraiment cette idée-là, quoi. Tu attires des gens qui te ressemblent et sans forcément vouloir toujours avoir raison ou avoir des gens qui ont le même avis que toi, mais mine de rien, des gens pour qui ces sujets-là entrent en résonance et qui apprécient ta façon de les aborder. Donc, C'est chouette. mm. Et du coup, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser parce que parfois, on se dit, mais alors, il y a plein de podcasts. Alors, comment je fais pour Ouais, choisir, du coup? Ou comme ouais, moi, enfin, toi, quand voilà, ouais. des gens qui ont des chaînes YouTube et qui portent des sujets de développement personnel, il y en a plein, tu vois. Mais comment tu fais pour choisir? Alors, du coup, qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à ça? Je me suis rien dit par rapport à ça. Je me suis dit, non, c'est vrai, je me suis rien dit par rapport à ça. En fait, quand j'ai lancé les équilibristes, il n'y avait rien sur ce créneau-là. Pour résumer, c'est l'équilibre vie pro vie perso, même si j'ai mille choses à dire sur cette expression dont je ne suis pas fan, mais il n'y avait pas d'autres podcasts là-dessus, en France en tout cas. Et puis après, il y en a eu d'autres qui se sont lancés et c'est très bien. Et en fait, on a chacune, parce qu'on n'est que des femmes pour l'instant à traiter de ces sujets en podcast en tout cas, mais on a chacune notre patte, on a chacune. Ouais, enfin. Parce qu'en fait, voilà, c'est une question que souvent qu'on se dit et que j'entends de la part de clients disent, mais ouais, mais ça a déjà été fait, ça. Oh, oui, Ça a déjà ouais. été Alors, fait. mais bien sûr. Mais c'est pour ça il faut rien faire. Ben voilà, hein, c'est Voilà, ça. on s'arrête. Et du coup, il y a plein de gens qui ça les empêche. Ils se disent, ben non, je Ouais. peux pas y aller. Ouais, et alors tu sais, c'est drôle parce que moi, je consomme énormément de podcasts. C'est moche de me consommer. J'écoute énormément de podcasts. Et il y en a un que je m'en souviens d'un et je me souviens exactement où j'étais quand je l'ai écouté. C'était un épisode avec Oprah. Je crois que c'était un épisode de Oprah. Et ouais, elle disait, mais imagine que les Rolling Stones se soient dit, ah voilà, on va pas faire du rock. C'est déjà pris, tu vois. Non, mais en fait, quand tu le dis comme ça, mais bien sûr, c'est absolument ridicule. Enfin, donc voilà, juste pensez aux Rolling Stones quand vous vous dites ça, quoi. Je trouve ça génial, ça débloque vachement. Oui, c'est ça, parce qu'autrement, après, bah, du coup, la puissance créatrice, Mais bien sûr, ouais. tu coupes. C'est comme les restos aussi. Enfin, je sais pas. Ouais, non, c'est ouais, vraiment cette notion de ta façon de faire les choses. Il y en a une qui parle hyper bien de ça aussi. C'est toi qui as plein de références américaines, c'est Marie Forleo. Tu sais, tu la connais. Et donc Marie Forleo, qui est, elle, son truc, c'est vraiment d'aider les gens à découvrir leur talent et à en faire et en vivre en fait. Et elle en parle très très bien de ça. Et pourquoi je parlais de Marie Forleo parce qu'elle a des vidéos aussi là-dessus sur ce sujet-là. Mais ouais, non, c'est. Voilà, non, si, je sais pourquoi je parle d'elle, parce qu'elle dit, elle, son slogan, c'est The gift that only you have. Tu vois, c'est vraiment ce truc de, et c'est ton discours à toi, hein, mais c'est cet ensemble de talents que tu as, il est unique. Et donc, et presque, elle va jusqu'à dire, bah, c'est égoïste. Tu vois, c'est presque, si tu le mets pas, enfin, si tu te freines en te disant ça a déjà été fait, ben, c'est pas bien, c'est égoïste parce que tu prives peut-être une personne dont ça changera la vie, chez qui ça provoquera une prise de conscience hyper importante. Tu la prives de ça. Mm. Donc vas-y. Puis c'est bon en plus d'aider les autres. Ouais, c'est vachement bon d'aider les autres. C'est clair, toi, tu dois avoir aussi. Quand je reçois des mails en disant ça me fait du bien d'écouter, ça m'a permis de faire ça, mais je suis tellement contente.
Ça me fait plaisir. Ouais. C'est chouette. Mm. Du coup, donc voilà, tu avais cette vision, tu t'es entourée, tu as commencé, tu as osé. Et donc c'est vraiment c'est dans l'action hein, finalement Ouais. voilà, qu'on agit. Hein, c'est vraiment Ouais. ça. Hein, c'est ça? Oui, ouais, c'est vraiment ça. Et en plus, ça, je peux bien en parler parce que moi, je suis quelqu'un de très cérébral. Enfin, je réfléchis beaucoup les choses. Et je peux parfois tellement les réfléchir que ça me freine, tu vois, parce que tu te trouves 1000 raisons pour dire que, bah non, en fait, non, il faudrait pas. Et en fait, il n'y a que dans l'action que ça se débloque. Et c'est que en faisant en confrontant ton projet aux autres, en allant à la rencontre de gens qui pourraient être tes clients, en parlant autour de toi, que tu affines, que tu avances, tant qu'on reste à réfléchir les trucs, ben, on se bloque tout seul, vraiment. Oui, parce qu'un business, en fait, ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps. Et puis, tu sais, il y a aussi beaucoup ce truc des petits pas qui est très aidant. Moi, j'avais suivi un programme qui est génial qui s'appelle Switch. Je viens de finir une vidéo là-dessus. C'est vrai? Ouais, je vais là. Ah, c'est marrant. Ouais. Et ben, j'ai suivi un programme qui s'appelle toujours Switch Collective, qui est un programme qui aide à acquérir cette agilité de se dire, en fait, on n'aura pas du tout des carrières linéaires, on va changer de travail plein de fois. Il faut avoir cette capacité à se former en permanence, à se réinventer, à se remettre en question. Et ce programme, donc, un de leurs grands trucs, c'était la théorie, enfin, la théorie, ou je sais pas, c'est pas une théorie, mais le principe des petits pas. Et de dire, OK, ton rêve, il peut être très grand, mais et quand il est grand, souvent, il est un peu overwhelming, un peu, oh mon Dieu, par où je commence, c'est trop gros, tout ça. Et quand tu le décomposes en toutes petites actions, tu te mets en chemin. Et en plus, ce qui est génial avec ça, c'est que tu ne soupçonnes même pas le chemin que tu vas prendre. Et du coup, tu vas créer des choses que tu n'aurais même pas imaginées. Enfin, et vraiment, cette idée tu vois, de planter. Il y a cette image qui me revient tout le temps en tête depuis 3 ans que je suis sortie de mes rails de ma carrière corporate. Cette idée de semer des graines. J'ai l'impression de faire que ça depuis 3 ans. Et semer des graines, c'est aller prendre un café avec quelqu'un, téléphoner, demander à être mis en relation avec quelqu'un d'autre. C'est créer du contenu. Tu vois, j'aurais jamais pensé que les équilibristes, pour moi, c'était un projet passion. C'était vraiment parce que c'était un sujet qui m'est tellement cher que j'avais besoin de faire ce truc-là. Mais quand on me disait, c'est quoi ton business model? Je disais, mais j'en ai pas, et je me sentais un peu bête. Mais en fait, non, parce que j'ai sorti des choses qui venaient vraiment de mes tripes et de mon cœur, qui sont extrêmement importantes pour moi. Et en fait, ça, tu crées des résonances, et tu permets aux gens d'entrer en contact avec toi aussi, parce qu'ils se rendent compte de ce qui... Enfin, ça crée des opportunités de liens, de collaboration, voilà, des choses que tu ne peux pas imaginer tant que tu n'as pas fait. Et oui, parce que quelque part, en fait, c'est un peu l'ancien modèle, en fait. Avant, on pensait que on allait voir une personne, on faisait du business, on allait faire du call, hein, on allait faire un rendez-vous. Et là, Ouais. en fait, quelque part, c'est ça, c'est le tissage, c'est le maillage qui va faire que ces personnes que tu vas rencontrer vont peut-être à un moment donné ou à un autre devenir tes prescripteurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tes prescripteurs, ouais, absolument, ou tes clients, et ouais, et vraiment, mais la moindre petite action, c'est là, il n'y a pas longtemps, j'ai été contactée par quelqu'un qui avait vu un commentaire que j'ai fait sur un post LinkedIn me concernant. Enfin, c'est fou, en fait. Tous les trucs qu'on ne peut pas soupçonner tant qu'on n'a pas fait. En fait, il faut faire. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et après, les choses se passent comme elles se passent, et on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et c'est assez magique, d'ailleurs. C'est assez fascinant. Finalement, c'est le chemin qui est important, n'est-ce pas? Oui, ouais, absolument. Ouais. Et donc, du coup, aujourd'hui, donc maintenant, voilà, tu as mis en place tout ça, tu as fait, tu as agi. Euh, Qu'est-ce que ça va donner quoi là maintenant? C'est quoi aujourd'hui justement ta vision? Qu'est-ce que tu imagines? Alors justement, quel est ton business model? Enfin, en tous les cas, s'il y en a un, voilà, qu'est-ce que tu veux? Comment tu imagines ça? Comment tu imagines la suite? Et comment on peut faire pour t'aider dans ton... Alors, c'est gentil. La suite, c'est que les équilibristes,
Ça n'a jamais eu pour vocation d'être un podcast sponsorisé ou quelque chose qui me permette de vivre. C'est vraiment une vitrine et puis voilà. Et en fait, derrière les équilibristes, il y a une activité que je développe et là, je suis en train de switcher pour être à 100% sur cette activité-là, qui est une activité de conseil et d'accompagnement des entreprises sur ces questions d'adaptabilité du travail. Parce que derrière ce qu'on raconte dans des histoires individuelles dans les équilibristes, des histoires individuelles d'hommes, de femmes, de couples, mais on n'est pas trop au niveau de l'organisation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait changer les organisations. Parce qu'on peut faire tout le travail sur soi qu'on veut et en pouvoir et les femmes autant qu'on veut. Il y a des choses structurelles dans les entreprises qui sont à revoir, dont la nouvelle génération ne veut pas. Et où les entreprises, alors le Covid a bien accéléré les choses, mais où les entreprises sont parfois un petit peu perdues sur comment s'y prendre. Et voilà, donc moi, aujourd'hui, l'activité que je développe, c'est une activité de conseil et d'accompagnement sur ces sujets d'adaptabilité du travail. Moi, je suis une marketeuse. Donc, ma spécialité, c'est de comprendre le besoin et de créer une offre qui vienne y répondre. Et donc, ces compétences-là, au service des RH, ça donne un truc génial parce que parce que finalement, si on regarde bien, par rapport à ce que tu nous dis, on voit d'un côté l'entreprise classique, donc avec et le salarié classique qui va, qui vient, qui fait 8 heures, 18 heures, et encore, on est en France, donc c'est plus, hein, et qui du coup, donc, est pas forcément, voilà, il n'y a pas forcément d'adaptabilité. On a les grosses boîtes qui déjà sont un petit peu plus souples, voilà. Ceux qui n'arrivent pas, qui se sentent pas bien parce qu'ils disent non, mais moi je peux pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sentent obligés de devenir soit consultants, soit indépendants. Et puis du coup, c'est pas toujours, souvent c'est un peu galère. Hein, donc ils sont, voilà. Donc on va dire, voilà, c'est oui, la liberté, ça a un prix. Et ceux qui se trouvent, et là aujourd'hui, on se retrouve avec deux espèces de mondes qui se regardent l'un en face de l'autre. Et finalement, sauf que les personnes qui sont là et qui sont indépendantes, souvent, elles sont parties parce que, et elles sont plutôt à un bon niveau, elles en avaient marre, et sauf que ces grosses boîtes, elles aimeraient bien quand même pouvoir travailler avec elles. Hein? Ouais. Non, mais c'est exactement ça. C'est Si on veut garder nos talents, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Mais c'est exactement ça. Et ce dont tu vois, ce dont on se rend compte, c'est que il y a une compréhension. En fait, si on veut prendre du vocabulaire un peu médical, le diagnostic, enfin, les symptômes sont clairs. Les entreprises, elles ont des problèmes pour recruter, elles ont des problèmes pour fidéliser, pour engager les gens sur le long terme. Et quand tu vas creuser derrière ça et que tu regardes, ne serait-ce que les baromètres RH, des critères de choix de poste, ou ce genre de choses, ça fait des années, ça fait bien quelques années, que les notions d'équilibre vie pro, vie perso, tous ces sujets-là arrivent dans le tête du classement, devant le salaire, devant le titre, devant le fait de manager. Alors que moi, quand je suis sortie d'école, il fallait manager. Tu sais, c'était le truc. Voilà. Et en fait, et les entreprises, par rapport à ça, elles sont perdues parce qu'il y a encore un peu ces vieilles notions que l'engagement, ça passe par la présence. Et c'est très français en plus. Hein. Ah oui. Il y a des études hyper intéressantes qui montrent qu'on a un rapport complètement dingo au travail en France, où à la fois on se définit, on est un des pays où les gens se définissent le plus par leur travail. Quand tu vas, toi qui as vécu aux US, quand tu vas dans une soirée en France, bonjour, tu fais quoi? Tu parles de ton job. Aux États-Unis, c'est je suis coach dans l'équipe de soccer de mon fils. Enfin, tu parles d'autre chose, tu parles pas de ton boulot en premier. Et nous, non seulement on parle de notre boulot en premier, mais en plus, on est un des pays où il y a le plus de méfiance envers le management et la direction en général. Donc tu dis, il y a un truc. La méfiance, finalement, elle est assez, enfin, j'ai l'impression qu'elle est réciproque. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et donc une espèce d'infantilisation des gens et tout. Et donc là, le Covid a fait j'allais dire un peu paternaliste comme management finalement. Hyper paternaliste. Et parfois même de gens qui s'en défendraient, tu vois. Parce que y a plein de gens qui perpétuent ça sans tu leur demanderais, ils ne définiraient pas du tout leur management comme paternaliste, mais comme bienveillant, comme voilà. Mais on a des choses très, très ancrées autour de ça, autour de la culture d'entreprise. Et ça, c'est hyper intéressant de mener vraiment une enquête sur de quoi ont besoin les gens pour bien bosser.
C'est intéressant parce que à un moment donné, donc quand je suis rentrée des États-Unis, donc j'ai monté mon épicerie fine, donc Mm. de produits anglais américains pendant 4 ans, voilà. Puis à un moment donné, je me posais des questions, donc j'ai revendu à cette boîte, et puis je me dis bon, ouais, peut-être que je pourrais peut-être me faire embaucher. Enfin, et puis là, je vois une annonce, hein, tout comme ça. À un moment donné, je me dis ah tiens, oh, une annonce. Alors comme par hasard, tu sais, du moment où tu te dis ah, qu'est-ce que je fais, et là, je vois cette annonce. Et puis, donc c'était en plus c'était une boîte qui travaille enfin, dans le whisky. Mhm. Et donc je vais à l'entretien, tout ça. Et à un moment donné, donc, la chef d'entreprise me pose la question, me dit, c'est une femme en plus, hein, elle me dit, mais et alors vous avez 3 enfants, vous allez faire comment? Je me dis, c'est quoi cette question? Je vais les amener dans une brouette. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais ouais, c'est quoi le lien quoi avec Ouais. Alors et donc moi je l'ai regardé, je dis bah écoutez, il y a pas mal de femmes dans cette entreprise, je dis elles font comment elles? Et je lui dis et vous faites comment avec les vôtres? Alors du coup elle s'est sentie Ouais. voilà, et à ce moment-là, bah, dans ma tête, je me suis dit non mais en fait c'est pas, enfin je sais pas si je vais y arriver ou pas, mais c'est moi qui ai pas envie de travailler pour eux. Mm. Tu Ouais. vois? Enfin, Ouais. parce que là tu te dis mais enfin c'est archaïque comme genre de question C'est quoi. complètement archaïque. Et sûrement qu'en lui répondant ce que tu lui as répondu, elle s'est elle-même rendue compte à quel point c'était absurde et qu'elle a juste posé cette question par réflexe. Tu sais, le nombre de choses, de process qui sont en place et qui sont juste pas challengés en fait. Hmm. C'est comme ça parce que c'est comme ça. C'est comme ça parce que personne n'a été dire attends, mais si on faisait autrement, on a essayé de faire comme ça, ça marcherait peut-être, tu vois. Et ça, c'est ça que je vais aider à faire. Tu vois, c'est vraiment aller réconcilier toutes ces notions de culture d'entreprise avec les besoins des salariés. Où, tu vois, je pense que ma génération, on était encore un peu conciliant et encore, ça commence à péter. Mais alors, ceux qui arrivent derrière, je peux te dire, ils ont zéro patience et tolérance pour ça. Enfin, on en parlait ce matin, j'ai interviewé pour les équilibristes Marie Robert, qui est philosophe, enfin prof, elle n'aime pas qu'on dise philosophe, elle est prof de philo et a créé des écoles Montessori. Elle a un super compte Instagram qui s'appelle Philosophy is Sexy. Donc, si tu ne connais pas, je te conseille, c'est des Génial. perles de sagesse. C'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Hein. La biographie de Maria Montessori. Ah bah voilà, c'est rigolo. Mes enfants étaient dans une école Montessori, puis il y a une copine qui en a parlé, et du coup, je lui ai dit, ah tiens, je vais la lire. Voilà. Ouais, ah, ça doit être super intéressant. Mm, Tu me donnes envie de le lire. mm, Et avec Marie, on discutait de ça, parce qu'elle disait le rapport à l'amour et au travail de cette génération-là est complètement différent. Et en fait, tu vois, même, c'est pour ça que j'aime pas trop l'expression équilibre vie pro, vie perso, parce que c'est archaïque en soi de penser les choses comme ça. C'est comme si on avait d'un côté le pro, de l'autre côté le perso, que tout était hermétique, mais ça marche pas comme ça. Enfin, ça ne fonctionne pas comme Souvent, ça. quand je parle donc en tant que business coach de personal branding, en fait, et les gens, je mets beaucoup en avant ma vie de tous les jours, quand je suis en train de faire Ouais. un jus vert le matin, mes petits cookies que je suis en train de préparer, quand on part en week-end avec les enfants. Enfin, et c'est vrai que voilà, et il y a des gens qui disent mais vous avez un compte pro et un compte perso. Je dis bah non, c'est le même compte en fait. Je n'ai pas besoin. Ouais. Les gens ils me Oui, connaissent tais-toi. moi. Oui, ils C'est te pas... connaissent toi. Ouais, ouais. Mais ouais, et c'est marrant parce que je pense que selon les cultures, c'est plus ou moins. Tu vois, ne serait-ce que d'avoir des photos de ses enfants dans son bureau. Tu vois, enfin, aux États-Unis, je me souviens quand j'allais visiter mes collègues américains, dans tous les cubicles, tu as des photos. Enfin, tout le monde a des photos, des dessins. Enfin, c'est même pas un sujet. Mais moi, en France, je crois que je n'ai jamais vu de photos d'enfants dans les bureaux de mes collègues. Alors, c'était beaucoup de collègues masculins, et je veux surtout pas rentrer dans des clichés de genre, mais voilà. Mais tu ne montres pas, quoi. Et encore plus quand tu es une femme, ça peut être pris contre toi. Enfin, tu vois, tu te prends des questions comme tu t'es prise là, et comment vous faites. Donc, sauf que voilà, pour en revenir à la génération qui arrive, eux, c'est totalement archaïque pour eux de voir les choses comme ça. Et le travail, nous qui avons priorisé le travail aussi beaucoup, c'est plus le cas pour eux. Ça veut pas dire, mais ça veut dire redéfinir l'engagement. L'engagement, c'est pas être là physiquement en présentiel. Et donc, ça remet tout en question. Ça remet en question, c'est quoi la culture d'entreprise, comment on fait travailler les gens ensemble pour que quand même, parce qu'on peut pas non plus être complètement dans le monde des bisounours. On l'a bien vu avec le confinement. C'est sûr qu'il y a plein de projets. Si tu vois jamais les gens, c'est plus compliqué. Mais en fait, la question, c'est pas est-ce qu'on peut y échapper, c'est comment on fait pour que ça Donc, marche. de plus en plus, on parle dans les collectivités de la co-responsabilité. Mhm. Et je pense que,
et c'est marrant parce que tu parlais de cette femme, donc de cette philosophe et donc de Maria Montessori. Mais moi, ça me parle énormément parce que finalement, euh, Maria Montessori, en fait, et on reparle de l'éducation, on parle aussi de la façon d'éduquer les enfants. En fait, elle faisait en sorte de responsabiliser le gamin, de faire en sorte que c'était lui, en fait, c'était enfin, apprenez-moi à apprendre et donc apprenez-moi à travailler. Enfin, c'est quelque part, c'est un peu ça, c'est je te donne les rênes pour faire les choses. L'essentiel, c'est que tu m'apportes des résultats. Alors, C'est ça, c'est voilà. ça. C'est ça, mais tu vois, cette notion de résultat, moi j'étais effarée quand j'avais eu ma promotion, là, donc je manageais une équipe, j'avais une partie de mon équipe en France, une partie de mon équipe en Angleterre, et donc j'étais au comité de direction, j'avais plein de collègues qui avaient des grosses équipes, etc. Mais de là à pouvoir te dire sur quoi ils étaient en train de travailler, quelles étaient les choses qui étaient attendues dans les jours, les semaines qui venaient, ils en étaient incapables. Et c'est pas, je dis pas ça pour dire bouh, c'est pas bien. Je dis ça pour dire que quand c'est ça la situation, c'est vachement compliqué. C'est vachement plus simple d'avoir les gens sous les yeux. Au moins, tu as l'impression qu'ils bossent. Si tu les as pas sous les yeux, ça demande de mieux connaître leur métier, ça demande d'échanger autrement avec eux, ça demande d'avoir d'autres systèmes pour voir l'avancement d'un projet. Enfin, ça demande de complètement revoir son mode de fonctionnement et c'est parfois un peu compliqué. Mais Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'en en France, quand même, malgré tout, la France est un pays qui est assez, enfin, qui a du mal avec le changement. Il y a des résistances quand même au changement. il y a vachement de résistance au changement. Après, je crois que c'est humain aussi. Mais tu as raison parce que il y a vachement de résistance au changement. Et puis, il y a aussi ce dont tu parlais tout à l'heure, mais cette culture du patron versus le salarié, tu sais. Et que c'est pas hyper bien vu de dire que tu aimes ta boîte, que tu aimes ton équipe, que tu es fier de ce que tu fais. Je compare toujours aux États-Unis parce que c'est un pays que je connais bien, mais je me souviens quand je partais en déplacement voir mes collègues, on travaillait sur les mêmes projets. Et donc cette équipe, tu vois, multinationale, multiculturelle, aux États-Unis, ils avaient tous des t-shirts en disant je suis sur tel projet, nanana, c'est trop cool, machin. Et tu rentrais en France et il n'y avait pas ce truc-là, cette notion de communauté, d'enthousiasme collectif et tout, on la nourrit beaucoup moins. Et je pense qu'elle est hyper importante. Enfin, on est des êtres grégaires, on se lève le matin aussi pour aller retrouver des gens et construire des choses ensemble. Et cette notion-là, elle me paraît hyper importante, quoi. Oui, et aujourd'hui, donc, ce dont je me rends compte, c'est que finalement, les gens, ils ont de plus en plus de mal. Enfin, moi, je rencontre beaucoup de ce qu'on appelle des wanapreneurs. Ouais. J'aimerais bien être entrepreneur, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et le problème, c'est que tout le monde n'est pas entrepreneur. Non. Et donc, et du coup, ces fameuses personnes donc, qui veulent sortir du système parce qu'en fait, elles ne sont pas très heureuses parce que vraiment, eh ben, elles se deviennent, enfin, elles montent leur boîte, elles essaient de faire quelque chose et en fait, elles bricolent, elles n'y arrivent pas forcément. Et du coup, bah, ils vivent un peu dans la précarité alors que finalement, et du coup, ils sont obligés de revenir souvent dans ce genre dans une entreprise classique avec, voilà, en disant, mais oh, j'étouffe, je ne peux pas. Donc ça fait beaucoup de personnes qui sont pas bien, qui sont dans des burn-out, et qui savent pas comment faire. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et en plus, on vit une période où on glorifie beaucoup l'entrepreneuriat. On a une image très idéalisée, Enfin, j'en parle là, pas mal dans les équilibristes aussi en ce moment parce que tu vois, les mompreneurs ou les trucs comme ça, comme si l'entrepreneuriat était la panacée et puis la solution genre ça marche pas dans une entreprise classique, donc je vais créer mon truc. Mais en fait, c'est pas parce que ça marche pas dans une entreprise classique que ça va marcher. Enfin, comme tu dis, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et ça classe pas les gens. C'est pas waouh les entrepreneurs et bouh ceux qui peuvent pas du tout. Mais ça demande certaines, je sais pas, c'est pas des qualités ou des compétences, certaines. Et si c'était un peu de tout, Ouais, oui, sûrement. c'est-à-dire un peu d'entrepreneuriat, 1 ou 2 jours dans une Ouais, entreprise par mois, ouais. Mm. tu vois, est-ce qu'on est obligé finalement de toujours cocher des cases Mm. ou d'être juste dans enfin, tu vois?
Bah, tu vois, moi, c'est un modèle que j'ai testé aussi. Hein. Là, je suis en train de sortir de ce modèle-là, mais c'est un modèle que j'ai testé et que j'ai trouvé super. En l'occurrence, les besoins de l'entreprise où je suis encore actuellement font que ils avaient besoin de quelqu'un un peu plus que ce que moi j'étais dispo. Et moi, il y a mes projets qui prennent de l'ampleur et j'ai très envie de m'y consacrer. Néanmoins, moi, j'ai trouvé ça d'une richesse incroyable. Incroyable. Et cette notion de slasher, là, tu sais, qui est un peu à la mode, quoi, mais que je trouve super intéressante enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est que une expérience répondait à l'autre. Donc, ce que je pouvais apprendre ou vivre dans une expérience venait nourrir l'autre, qui renourrissait. Enfin, c'était vraiment super chouette. Après, ça demande beaucoup de souplesse. C'est pas toujours évident de switcher dans sa tête d'un... Souplesse, adaptabilité, Ouais. oui, tout à fait. Mais c'est très très riche. Enfin, moi, c'est un truc que je conseille, vraiment. Super. En tous les cas, ce que je vois, c'est que toi, en tous les cas, ce que j'aime, c'est que tu œuvres vraiment pour encore une fois, hein, avoir un regard un peu différent sur notre façon de vivre. Et ça fait du bien. Oui, ouais, ça fait du bien. En fait, tu vois, j'ai toujours en tête cette remarque d'une RH qui me faisait signer mon avenant au contrat quand j'avais eu ma promotion, qui m'avait dit non, mais tu sais, tu as le droit de dire non, hein, tu as le droit de dire que tu as envie de t'occuper de ton fils, tu as le droit de refuser et de dire que tu veux t'occuper de ton fils. Et je me suis dit, mais non, c'est pas ça la question. La question, c'est pas est-ce que je veux accepter ça ou m'occuper de mon fils, c'est comment vous m'aidez pour que je puisse faire les deux bien, pour que je puisse bien faire les deux. Et C'était peut-être un peu une tante africaine. c'est quoi une tante africaine? Bah, tu sais, c'est celle qui excise. Tu sais, Ah, une tante, je voyais une tante. Moi, j'étais chez Quechua, là. mais non, tu sais, c'est. Voilà, bah, parce qu'en fait, souvent, tu sais, c'est un peu ça. Hein, c'est ah ben moi, hein, ça a été dur pour moi, alors ma cocotte, hein, Et quelle même pas, entreprise ouais, doit pas être facile pour toi. ouais, c'est possible. C'est possible. Je sais même pas. Je sais même pas. Je pense que c'était même juste par ce que je te disais tout à l'heure, ce phénomène de bah, ça a toujours été comme ça, donc je vois pas pourquoi ce serait autrement. Hmm. Ouais, c'est comme si on pouvait pas imaginer autre chose, parce qu'après, il faut. Ouais. Enfin, voilà, hein, Il faut c'est. mais je crois que c'est exactement ce que tu dis. Il faut imaginer autre chose. Et Hmm. ça, c'est pas toujours facile parce qu'on est pris on n'a pas beaucoup de loisirs ou le temps d'imaginer autre chose, sauf si on se l'accorde. Imaginer autre chose, et puis parfois, enfin, bon, justement, c'est intéressant parce que je refais un peu le raccord avec la biographie là, de Maria Montessori. Alors, ça dépend comment on est, mais c'est vrai que, bon, elle, à son époque, en plus, c'était encore plus difficile. Hein, Mm. une seule femme, femme Ouais. médecin, etc. Enfin, on est au début du siècle. Parfois, c'est un peu la lutte aussi. Hein, et on n'a pas forcément toujours envie de lutter. Enfin, moi, je sais pas comment t'es, toi, mais moi, Je j'aime bien suis la lutte. d'accord avec toi. C'est bon si Je tu dis, suis, voilà. ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Et alors que on dépeint, j'espère que c'est différent maintenant, mais en tout cas, quand moi j'étais en école de commerce et tout ça, on dépeint le monde du travail comme un endroit de lutte, comme un lieu Hmm. de lutte. Et je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pas un truc qui m'intéresse non plus. Et c'est pour ça que j'ai quitté ce poste-là le jour où je me suis rendu compte que mon énergie, je la passais à lutter et pas à créer. Et que ça m'a dérangé cette idée-là. Euh, mais ouais, non. On n'a pas toujours envie de lutter, ouais. Enfin, ou Oui. en tout cas, enfin, se battre pour des choses qui ont du sens, oui, lutter, non. Moi, c'est souvent ce que je dis donc, soit à mes clients ou donc, de coaching ou quand je fais des coachings aussi en école de commerce, enfin, notamment à Kedge ou à l'INSEC par exemple. Je leur dis, voilà, enfin, vous voyez, effectivement, on n'est pas là enfin, il n'y a pas forcément toujours enfin, essayez de parler avec vulnérabilité de ce qui vous arrive. Et plus on ira vers la vulnérabilité, donc je pense à ces clientes, à ces femmes justement qui travaillent en entreprise et qui ont du mal à se positionner, qui ont du mal parfois à dire ce qu'elles ont à dire. Et je leur dis, bah, utilise, voilà, explique ce que ça te fait et partage tes besoins. Et plus tu seras là-dedans et plus on pourra justement arriver à changer les choses, mais en douceur. En douceur. En douceur, un pas à la fois. Et en même temps, tu vois, pour avoir été à leur place, je sais à quel point c'est compliqué de partager parfois. Quand tu sens que tu es dans un environnement où ça ne sera pas entendu et où presque ça te causera plus de tort qu'autre chose, Mmh. c'est compliqué. Mais je suis, enfin,
Moi, je suis une grande fan du travail de Brené Brown et ces gens-là qui travaillent sur les notions de vulnérabilité, ça me semble être la seule voie possible pour notamment le leadership, le management de demain. Je pense que c'est ça, la clé. Mais je pense qu'on est on est aussi encore beaucoup dans ce truc de quand tu t'ouvres, c'est que tu es faible, c'est que tu tiens pas la route, tu n'as pas les épaules, surtout quand tu es une femme. Ça, c'est Tu es l'ancien monde. jeune. Ça, c'est Ouais, mais les il est croyances. encore. Oui, mais c'est l'ancien monde, c'est l'ancien monde qu'on souhaite soit être l'ancien monde, mais c'est encore. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu, tu vois. C'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est dur, hein? Ouais, c'est dur, mais du coup, tu vois, c'est rigolo comme on transforme les choses qui n'ont pas marché pour soi en moteur pour se dire, bah, en fait, ça doit plus se passer comme ça. Enfin, il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, ça devient ton why, en fait. Ça devient ton why. Génial. C'est trop bien. Mais bah écoute, merci parce que c'est ça en fait, hein, et je pense que et c'est très inspirant ce que tu nous dis parce que finalement, souvent on n'arrive pas, on se dit comment on peut faire, comment je peux faire pour créer quelque chose. Voilà, aller puiser au fond de vous et c'est ça, c'est ce why et se dire mais qu'est-ce que je peux faire, enfin, pour pouvoir faire en sorte que voilà que moi ça m'a touché, moi j'ai pas pu, du coup j'ai envie que ça change, mais pas en sortant les petits points mais en disant voilà, moi je vais faire en sorte de faire parler un maximum de personnes pour que justement ça puisse tout le monde se dise mais en fait t'aimes bien ouvrir les consciences. Un peu, ouais. Ouais. Hein, et si on se disait éveilleuse de conscience, c'est pas mal ça, hein. C'est C'est bien. beau, Sur une hein. carte là, sur une carte de visite. Ça pète. C'est chic, hein. C'est très chic. Non, mais c'est ça. Non, Dans mais le fond, sans c'est pour ça, autant ouais. enfin voilà, se prendre pour enfin parce que après ça devient peut-être un peu on va dire oui pour qu'ils se prennent. Non, mais c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça, c'est dire aux gens, bah regardez, voilà, ouvrez les yeux, regardez, on peut regarder les choses différemment. Prenez une autre paire de lunettes. C'est ça, c'est changer d'angle, changer de regard. Et comme tu dis, il n'y a pas besoin de sortir les gants de boxe. J'avais eu cette discussion, on avait fait un live avec INSAF, tu sais, la fondatrice de l'Union France. INSAF El Hassini, qui est une femme formidable. Je mettrai l'interview parce que je l'ai interviewée aussi. Ah, cool, eh ben, super. Et donc INSAF, on avait eu ce débat, pendant le confinement, on a fait un live un soir. Et on a eu ce débat sur est-ce qu'il faut crier ou s'infiltrer? Est-ce qu'il faut crier? Parce qu'elle, elle a plutôt un tempérament voilà, à crier, Oui, ça, à dénoncer, hein. tout ça. Ouais, mais en même temps, elle est d'une grande finesse tu vois, dans ce qu'elle dénonce, mais elle est vraiment comme ça. Ouais, Moi, très je suis plus intelligente. très intelligente et elle fait un travail incroyable sur les inégalités de salaire. Et moi, mon tempérament, c'est plus l'infiltration. C'est de dire comment est-ce qu'on crée les conditions pour que, en gros, tous les sujets que je traite dans les équilibristes, c'est des sujets d'hommes avec un grand H, c'est des sujets de femmes et d'hommes. Mais aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de femmes dans les organisations, ce n'est pas des sujets qui sont traités. Parce que ce n'est pas des sujets qui ont été, que les hommes ont eu à vivre. Et donc, moi, je me dis, la meilleure manière pour faire progresser les femmes, c'est que ces sujets-là soient pris en compte. Et c'est de s'appuyer sur des femmes qui ont elles aussi vécu ça et qui ne sont pas dans ce truc de puisque j'en ai bavé, tu vas en baver aussi. Tout à fait, c'est la fameuse sororité. Et puis, comme on disait aussi enfin, avec INSAF, c'était de dire que on est des femmes, donc on va se comporter comme des femmes et on n'est pas obligé de se comporter comme des hommes. Or, autrefois, les femmes qui, voilà, celles qui ont peut-être maintenant, tu vois, pas très low, enfin, proche de 60 ans, elles ont ce truc de vouloir overdo it, enfin, toi, en disant, et du coup, elles se comportent presque pareil, comme des hommes, alors qu'en fait, nous, on a notre personnalité, on a notre façon de faire. Ouais. Et c'est marrant parce que ça me fait penser, la newsletter que j'ai envoyée ce matin à ma communauté, c'était sur la gentillesse. Parce que j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps. Tu vois, le terme bienveillance, il est super, mais on l'entend tellement. J'ai du mal, en fait. C'est très galvaudé, et puis il y a un côté mielleux qui n'y est pas au départ. Mais bref, je suis un peu une puriste des mots. Et donc, le terme gentillesse, apparemment, il est encore très connoté. Tu vois, quand tu es gentil, c'est que tu es un peu niais. Et en même temps, enfin, tu vois, ça rejoint cette discussion sur la vulnérabilité, tout ça. La gentillesse, c'est quand même ce qui va nous aider à avancer dans plein de choses. Et je suis retombée il y a quelque temps sur un article dans Management Magazine, un article de 2008, et le thème c'était « Peut-on réussir en étant gentil ?»
Je te l'enverrai, la newsletter et l'article. C'est collector et c'est drôle parce qu'en 2008, quand on parlait de réussite en étant gentil, donc visiblement, c'est que c'était des termes, tu vois, qui s'opposaient, enfin, qui ne pouvaient pas vivre ensemble. Et c'était déjà rien que de serrer la main à un collaborateur, lui offrir un café, tout. T'es là, waouh, bravo. Yes. Ça c'est merci de ce conseil. Ceci dit, moi, la boîte dans laquelle j'ai pas mal grandi, T'avais pas ça? le boss, il te passait à côté, il disait pas bonjour. Hein. Ouais. Enfin, alors, je veux dire, voilà, enfin, et puis moi, d'ailleurs, je le lui disais, je lui dis, tiens, c'est marrant, vous passez à côté de moi, vous me dites pas bonjour. Ou alors, tu comprends, moi, je me faisais des amis. Non, mais je comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils disent pas bonjour? Et donc, après, il y en a eu un autre qui est venu, un autre boss, un peu plus petit. Et lui, il faisait pareil, il disait pas bonjour non plus, parce qu'il pensait que ça donnait de l'importance. C'est ça. Ouais. Ah, ça assoit. Voilà. Tout de suite. Ah. Et les gens, ils disaient, mais pourquoi il passe à côté de moi? Il me dit pas bonjour, je comprends pas. T'imagines? Ouais. Donc après, bon, voilà, c'est vrai que on a le patronat qu'on mérite et on a les salariés qu'on mérite. Hein. Ça va dans les deux sens. Hein. Oui, c'est cette histoire de résonance dont on parlait tout à l'heure. Tu attires les gens qui te ressemblent. Mais bon, il y a un moment où ça marche plus, ça. Bah ouais, non, c'est clair. Les gens, ils ont besoin de considération. Ils ont besoin qu'on les connaisse. Ah oui. Il y a des gens, je me souviens, il y avait des collègues, je me dis, mais si cette personne se comportait comme ça à l'extérieur, mais cette personne n'aurait pas d'amis, n'aurait pas d'épouse, ça ne marche pas. Pourquoi il amène le pire de ce qu'il a au travail? Pourquoi nous, on est obligé de se taper ça, tu vois? C'est pas normal. C'est un truc bizarre quand même. Ouais. Sacré sujet. C'est clair. En tous les cas, merci pour ce sujet parce que c'est vraiment un vrai sujet aujourd'hui d'œuvrer pour le bonheur quelque part au travail. Alors c'est un peu, encore une fois, c'est un peu galvaudé hein, ce terme, mais ceci dit, plus il y aura des gens qui parleront de ça, plus on sera dans cette et nous notre vision, hein, voilà, c'est de se dire que voilà, de plus en plus de gens pourront passer à l'action, être de plus en plus, vivre la vie dont ils ont envie, quoi. Parce que c'est notre droit divin, non? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais oui, mais je pense que se l'autoriser, se dire que c'est possible, rien que ça, c'est un sacré travail. Tu sais, de se dire que c'est possible c'est pas de vivre de ses passions, parce que je sais pas si c'est ça la solution, mais de vivre de choses qui nous portent, pour lesquelles on se sent investi d'une mission, tu vois. Voilà, je m'enflamme peut-être un peu, mais en tout cas d'être aligné, tu vois, de faire des choses qui ont du sens pour soi. Pas en soi, qui ont du sens pour soi. J'ai l'impression que tu as un drôle de zèbre, toi aussi. Hein. Je vois pourquoi tu dis ça. J'adore les petits zèbres. Et moi, comme lion, je suis un beau radar à zèbre. Ah ouais, bah oui. La résonance, tout ça, on attire. Voilà. Hein. Bon, en tous les cas, merci beaucoup. Merci à toi, Sandra. C'est super et j'ai passé un très bon moment avec toi. Moi aussi. Je pense que les gens qui nous écouteront seront super contents aussi. Je pense ça permet de faire avancer les choses et c'est très chouette. Merci. Merci beaucoup.